Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un live training dev sur les requêtes Ajax ou comment envoyer des requêtes HTTP. Alors, au sommaire aujourd'hui, nous allons voir dans un premier temps le protocole HTTP en lui-même, qu'est-ce que c'est et à quoi il sert. Les requêtes HTTP, qu'est-ce que c'est. Envoyer une requête Ajax. Ensuite, recevoir la réponse, c'est quand même pratique une fois qu'on a envoyé la requête de pouvoir avoir la réponse. Et enfin, envoyer des données complémentaires. On pourra ensuite passer à une partie questions. Alors, faut pas hésiter pendant tout le live, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Je vais vérifier au fur et à mesure et j'y répondrai progressivement. Donc, pour commencer, le protocole HTTP, qu'est-ce que c'est? Alors, vous en avez déjà sûrement entendu parler. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les barres d'adresse des navigateurs web, http suivi d'une URL. Alors, le protocole HTTP, déjà, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol. C'est-à-dire que c'est un protocole qui permet de transférer des données via hypertexte. Hypertexte, peut-être que ça vous parle déjà un peu aussi, vous avez peut-être déjà entendu ça. Hypertexte, on le retrouve aussi dans HTML, qui est Hypertext Markup Language. Donc en fait, c'est un langage de balisage en mode hypertexte. Alors c'est pas par hasard si on le retrouve dans les deux, le web est basé en gros là-dessus. C'est-à-dire qu'on va envoyer des requêtes HTTP et récupérer du HTML via la requête HTTP pour pouvoir l'afficher dans un navigateur. Alors, comment ça fonctionne une requête HTTP? Parce qu'il y a quand même un lien avec les requêtes Ajax, on va y venir après. Une requête HTTP, c'est une requête qui est envoyée par un ordinateur vers un autre ordinateur. Alors ça peut être un serveur, ça peut être autre chose, mais en fait c'est un moyen de communication entre les ordinateurs. Il en existe d'autres. Celui-là en particulier, comme je l'ai dit, est basé sur hypertexte. Et quand on va envoyer une requête donc à un autre ordinateur, l'autre ordinateur va réussir à la comprendre parce qu'il sait qu'on est sur le protocole HTTP. Et il va traduire cette requête, exécuter la demande et nous envoyer une réponse au format lui aussi HTTP. Et HTTP, qu'est-ce que c'est que ce format? C'est un format où il y a beaucoup d'informations. Je ne vais pas toutes les citer aujourd'hui, vous pourrez chercher un peu si vous avez besoin, vous verrez qu'on peut envoyer beaucoup d'informations diverses et variées. On va surtout parler des principales, et les deux principales, ce sont la méthode et le message de requête. Alors la méthode, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode que vous demandez au serveur. Il existe 8 ou 9 méthodes de mémoire, il y en a 4 principales qu'on utilise très souvent. Il y a le get et le post que vous avez déjà dû voir, le get pour les requêtes classiques URL, et le post quand on envoie un formulaire. Et il y a aussi le put et le delete. Alors pourquoi ces quatre-là? En fait, ces quatre-là représentent les 4 instructions principales qu'on peut demander à un autre ordinateur. Le get, ça signifie donne-moi telle information. Le post, c'est pour créer une nouvelle information. Le put, c'est pour modifier une information existante. Et le delete, c'est pour supprimer une information existante. Donc quand on va envoyer une requête HTTP, la première chose à préciser, c'est la méthode qu'on veut utiliser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un message de requête. Le message de requête, si on envoie juste get, on va lui dire donne-moi une information, mais on ne précise pas laquelle d'information. C'est là que le message est intéressant. En fait, le message va permettre de préciser quelle information on veut récupérer. Et généralement, on utilise la norme URI, donc la norme URI qui est la norme pour construire les URL. Et ça nous donne donc des requêtes du type, par exemple, si on veut récupérer une image qui s'appelle logo.png dans le dossier image, on va envoyer une requête HTTP de type get avec comme message /image/logo.png. Donc voilà à la base, qu'est-ce que c'est la requête HTTP. Maintenant, on va voir comment envoyer une requête en HTTP en JavaScript. Alors, il y a 3 choses à faire pour commencer. Pour le premier point, il faut créer une requête. Pour créer cette requête, on va utiliser l'objet XML HTTP request de JavaScript, donc on peut voir ici. Et on crée donc une nouvelle requête et on le stocke dans une variable. La deuxième chose à faire, c'est de configurer la requête. Alors la configurer avec quoi? Parce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire la méthode et le message de requête qu'on veut demander. Pour faire ça, on utilise la méthode open sur la requête. Donc on fait un request.open en lui précisant donc la méthode get et le message qu'on demande. Et enfin, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est d'envoyer la requête pour l'envoyer au serveur et qu'il puisse nous répondre. Et pour envoyer cette requête, on utilise la méthode send, donc request send,
Alors là, j'ai précisé nul. Il faut savoir que dans le send, on peut passer des informations complémentaires, on va y revenir après. Là, dans notre cas, on n'a pas besoin de passer d'informations complémentaires, donc je précise simplement nul pour lui dire je n'ai pas d'infos en plus. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la requête est envoyée et le serveur va pouvoir la traiter. Mais ce qui est pratique, c'est quand même de pouvoir aussi récupérer les données de la requête. Pour récupérer les données de la requête, on va passer par quelque chose qu'on appelle le onReadyStateChange. C'est un événement JavaScript. Alors si vous ne connaissez pas les événements, c'est simplement en fait une fonction qu'on décrit et qui va se déclencher quand quelque chose se passe. Là, ce qui se passe, c'est le readyStateChange. Le readyStateChange, en fait, c'est un statut qu'on a dans chaque requête HTTP qu'on envoie. Ce statut peut avoir 5 valeurs qui sont numérotées de 0 à 4. On a donc la valeur 0 unset qui est simplement la requête est créée. La valeur 1 opened, c'est pour une requête qui a été open, comme on l'a vu ici, request open, donc on a précisé la méthode et le message. Le 2, c'est either received. Either received, ça veut dire que la requête a été envoyée et le serveur nous a répondu qu'il avait commencé déjà à recevoir des informations. Ensuite, on a le 3, loading. Loading précise tout simplement que la requête a été traitée et le serveur commence à nous envoyer sa réponse. Et enfin, le 4, done. La requête est terminée et on a reçu la réponse. Donc ce qui va nous intéresser, nous, la plupart des états, dans la plupart des cas, nous importe peu. Ça va vraiment être dans des cas particuliers qu'on va utiliser les états 0, 1, 2 et 3. C'est uniquement le 4. Une fois que la requête est terminée, on veut pouvoir exécuter des traitements par rapport à ce que nous a retourné le serveur. Donc pour ça, on ajoute simplement donc tout d'abord l'événement, comme j'en ai parlé, request.onReadyStateChange, avec la fonction. Et dans cette fonction, on rajoute un if pour vérifier quand le statut est à 4. On ne va pas commencer à exécuter le code avant que le statut soit à 4. Donc on attend que le statut soit à 4 pour l'exécuter. Petite précision, ça je l'ai mis avant le open et le send, c'est pas par hasard non plus. On pourrait très bien le mettre après. Le problème, c'est qu'une requête Ajax, ça peut se faire très rapidement. Si c'est une requête très simple et avec un serveur qui répond très vite, on peut avoir en 30-40 millisecondes une réponse. Et si on met le onReadyStateChange après le send, il est possible qu'on ait déjà eu la réponse avant même que le onReadyStateChange ait eu le temps de se préparer. Et donc notre événement ne va jamais se déclencher et on n'aura jamais de retour dans ce cas-là. Donc il faut toujours bien préparer le onReadyStateChange avant d'envoyer la requête pour être sûr d'avoir les événements qui se déclenchent au fur et à mesure. Le point suivant, c'est le bon déroulement de la requête. Parce qu'une requête, même si le serveur la reçoit bien, il se peut qu'on ait envoyé des mauvaises données ou qu'il y ait un traitement qui se passe mal et qui s'exécute mal. Pour autant, quand ça s'exécute mal, le serveur va toujours nous répondre. Mais pour nous répondre et pour savoir si tout s'est bien passé ou pas, il va nous envoyer ce qu'on appelle un status. C'est un code HTTP. Alors les statuts, vous en connaissez sûrement déjà quelques-uns. Si je vous dis 404, la plupart me répondront not found. Le 404, c'est un statut HTTP. C'est le statut qui précise la demande qui a été envoyée, n'a pas été trouvée, on ne sait pas ce que c'est. Il y a beaucoup de statuts qui existent, je ne vais pas tous vous les dire, vous pourrez les trouver très facilement sur internet. Il y en a un en particulier qui va nous intéresser, qui est le statut 200. Le statut 200, en fait, il indique que la requête est OK, donc elle s'est bien déroulée comme il le fallait, et tout va bien. On va donc rajouter ici dans notre code le zStatus200 qui va nous permettre de vérifier, donc cette fois-ci, que la requête est terminée grâce au readyState4 et que le statut est bien à 200, que donc la requête est terminée et qu'elle s'est bien déroulée avant de pouvoir exécuter ce que l'on souhaite. Et pour exécuter ce que l'on souhaite, il faut récupérer la réponse. C'est le moyen pour récupérer la réponse, c'est tout simplement le this response text. Alors, j'ai oublié de préciser, ici, on utilise this et non pas request. Alors, on pourrait utiliser request à l'intérieur, mais c'est un risque de bug derrière. Parce que si on envoie plusieurs fois la même requête, au moment où ça va se déclencher, si on utilise l'objet request, en fait, il va utiliser le dernier objet request qui a été créé et envoyé. Si on utilise this, par contre, on est bien sûr que this, ça représente la request, mais ça représente la request qui a déclenché cet événement. Donc on n'aura pas de problème avec this, on saura bien qu'on traite la requête qui nous a répondu et non pas la dernière requête créée et qui nous sert peut-être à rien. Voilà, donc ça c'est la base pour pouvoir envoyer et recevoir les données avec une requête Ajax. En allant un petit peu plus loin, on a vu tout à l'heure qu'il y avait d'autres méthodes comme le post par exemple.
Avec le POST, généralement, c'est ce qu'on considère comme un envoi de formulaire. En fait, on va devoir envoyer des données. C'est les données qu'on veut enregistrer. Et ces données, comme vous l'avez compris, on va les envoyer dans le send à la place du nul qui se trouve ici. Alors, il existe beaucoup de formats de données qu'on peut envoyer. On peut même définir ses propres formats de données. Le tout, c'est de savoir quel format le serveur attend. Parce que le serveur va souvent attendre un format particulier. Et il faut réussir à lui envoyer le format qu'il attend. Je vous ai mis quelques exemples après de différents formats qu'on peut envoyer via une requête AJAX. Le format le plus simple, c'est le format URL qu'on retrouve assez classiquement, où on va passer les paramètres comme s'ils étaient dans une URL, donc avec ID égale 1 et page égale 3 par exemple. Il y a un autre format qu'on utilise beaucoup sur les requêtes AJAX qui est le format JSON. Dans ce cas-là, en fait, on va créer une donnée en JSON, comme on retrouve ici, et on va serialiser cette donnée avec un JSON.stringify pour réussir à l'envoyer au format JSON, et le serveur saura désérialiser cette donnée pour pouvoir la traiter comme un objet JSON. Il y a un autre format qui peut être assez pratique qu'on utilise de temps en temps, c'est quand on veut envoyer des fichiers, parce que serialiser un fichier avec JSON Stringify, ça ne va pas marcher. Donc c'est le cas quand on utilise un input type file. On peut vouloir l'envoyer via Ajax. Quand c'est comme ça, il y a un objet JavaScript qui existe qui s'appelle le form data. Et le form data en fait représente la même chose qu'un formulaire. Et on va pouvoir le remplir comme si c'était un formulaire. Et on crée donc un form data. Et là j'ai fait une faute, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. En fait il faut faire data.append et image et la donnée. En faisant ça, on va rajouter donc une data qui s'appelle image et qui a pour valeur ce qui se trouve dans le champ input type files. On va pouvoir l'envoyer directement dans le request.send et le serveur sera capable de récupérer le fichier avec ses informations, son nom de fichier, etc. Et donc de traiter le fichier qui a été envoyé. Là c'est du post, et oui j'ai fait quelques erreurs effectivement dans mon affichage. Alors on pourrait très bien les envoyer avec get aussi, mais c'est pas prévu pour, c'est pas une bonne pratique. Mais effectivement les trois que je viens de vous montrer, on devrait avoir post ici. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ma présentation. Alors après, il y a beaucoup d'autres choses qui existent. Il faut bien garder à l'esprit que ça, c'est vraiment la base pour utiliser des requêtes Ajax. Donc réussir à envoyer des requêtes HTTP avec une méthode et un message de requête et savoir récupérer les données pour les traiter. Maintenant, si vous avez des questions, je suis dispo pour vous. N'hésitez pas. Et en attendant, n'hésitez pas aussi à nous suivre. Donc on a maintenant une chaîne Twitch, donc vous êtes dessus pour suivre ce live. On a aussi un compte Twitter sur lequel les différents lives et d'autres choses peuvent être annoncées. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver les lives qui ont été enregistrés et revoir les vidéos. Et on a un channel Discord qui vient d'être créé. Alors pour l'instant, il n'est pas très actif, mais dans l'objectif, c'est un channel sur lequel on va pouvoir parler de technique, de développement web, de beaucoup de choses, et un peu d'entraide pour réussir à progresser dans les meilleures conditions possibles. Donc n'hésitez pas à rejoindre si ça vous intéresse. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'était clair? Comment récupérer les données de retour d'une requête post sur une autre page? Sur une autre page, ça va pas vraiment être possible. C'est un seul code JavaScript qui va envoyer la requête et la récupérer. Après, il faut faire une distinction aussi entre le fichier JavaScript qui envoie et reçoit la requête et la page qui est affichée sur le navigateur. La requête en elle-même peut venir changer le contenu de la page avec la manipulation du DOM, comme vous pourrez le voir si ce n'est pas déjà fait en JavaScript. Et en fait, le retour de requête peut être des informations qu'on veut afficher, et donc afficher ces informations sur la page. Est-ce que ça répond à la question? Après, pour faire du transfert de données d'une page à l'autre, généralement, on va plus utiliser tout simplement l'URL en faisant une redirection vers une URL dans laquelle on va passer des paramètres. Et ces paramètres pourront être récupérés de l'autre côté via JavaScript pour potentiellement refaire une autre requête Ajax pour récupérer des résultats ou faire de l'affichage ou d'autres choses. Est-il nécessaire de copier le fetch ou XML HTTP request sur chaque page ou seulement sur l'index? Alors, par défaut, il faut utiliser là où on veut l'utiliser, donc potentiellement il faudrait le recopier partout. Je précise simplement le fetch pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une méthode assez récente en JavaScript qui permet en fait de faire la même chose qu'un XML HTTP request mais avec une promise.
Vous pourrez aller revoir mon live sur les promises que j'avais fait il n'y a pas très longtemps, où je parle justement un petit peu de ça et de son utilisation. Et pour répondre à la question, dans l'idéal, ce serait mieux d'avoir un fichier à part qui gère les requêtes XML HTTP request. On peut réussir à faire quelque chose d'assez générique, une fonction dans laquelle on va juste passer des paramètres comme la méthode et le message de requête. Et cette fonction va lancer la requête HTTP et nous retourner le retour. Et du coup, dans nos pages, on a juste à appeler cette fonction, ça prend juste une ligne, on lui passe 2 paramètres et on est capable de récupérer le résultat très facilement sans avoir besoin à chaque fois de recopier le XML HTTP request. Alors pareil, est-ce que ça répond à la question? J'en conclus que oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que tout est clair pour vous? Bon. À voir, il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous fournirai le lien du replay, ou si vous suivez la chaîne YouTube, vous l'aurez assez rapidement. Et pareil sur le site. Vous pourrez retrouver sur le site Training Dev un cours associé à ce que je viens de vous présenter avec le code, les détails. Je vais faire des petites corrections sur le code vu que je viens de voir qu'il y avait des erreurs. Et n'hésitez pas aussi à me recontacter si vous avez... Ah, le fetch. Alors, j'ai pas prévu de le faire dans la présentation. Je peux vous le faire en direct si vous voulez. Je peux improviser ça. Hop. Hop. Alors. Je vais juste me créer un petit dossier pour faire ça. Donc, un nouveau fichier. JS. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre un peu ce que je vous ai dit juste avant. Donc, par exemple, on peut faire un fichier à part comment dire, pour gérer de façon générique une requête Ajax. Alors, si je reprends une requête Ajax, donc on a var request égale new XML HTTP request. Hop. Ensuite, on a un request on ready state change fonction. Alors oui, c'est une question de portée en fait. Le var va définir une variable qui est globale à la portée du JavaScript et qui est utilisable partout, alors que le let va définir une variable qui n'est accessible que dans la portée dans laquelle elle est définie. Donc il est recommandé de préférer effectivement d'utiliser des lets, surtout quand on fait du développement orienté objet, pour éviter que les variables se retrouvent hors contexte. Là je fais un petit script rapide pour vous montrer ça, ça n'a pas vraiment d'impact sur ce que je fais. Et la constante, pour rappel, c'est une variable qu'on définit à son origine et qu'on n'est plus censé modifier après. Donc le readyStateChange, if this.readyState égale 4, and this.status égale 200. Je vais faire tout simplement un console.log du résultat. Hop. Ensuite, request.open. Donc ici on avait dit c'est la méthode, donc je vais mettre une variable et ensuite on a le message, une deuxième variable. Et request.send. Hop. Nul pour le moment, on va mettre data. Une autre variable, ce sera pratique. Donc ça c'est un peu le fonctionnement de base avec 3 variables pour pouvoir préciser ça. Donc une fonction que je vais appeler Ajax par exemple, dans laquelle je peux préciser une méthode, un message et un data. Hop. Alors si on le laisse tel quel, ça va être un peu compliqué à utiliser parce qu'au final ça on fait pas vraiment ce qu'on veut et il faudrait passer un callback ici qui serait utilisé à l'intérieur. Donc je vais plutôt partir sur une promise comme j'en avais déjà parlé. Donc return promise. Resolve
checked. Alors je sais, pour l'instant je parle pas du fetch. Oui, je vais zoomer un peu. Pour l'instant je parle pas du fetch, mais vous allez voir qu'on va y venir très rapidement. Hop. Là, est-ce que vous voyez mieux? Donc une promise. J'ai dû faire une erreur quelque part. Oui. Voilà. On va gérer le cas où on a une erreur. Ici. Hop. Voilà. Donc ça, à quoi ça va nous servir? Eh bien, ça va créer une promise. La promise, ça va envoyer une requête avec la méthode qu'on aura précisée ici, avec le message qu'on aura précisé ici, donc l'URL en quelque sorte, et éventuellement les données. Je le fais dans une promise. Pourquoi? Parce que derrière, quand on va faire un nouveau fichier, donc test.js, on va pouvoir faire tout simplement appeler la fonction Ajax avec par exemple une méthode get qui appelle comme tout à l'heure image/logo.png, et le troisième paramètre c'était les datas. Ici je précise rien. Et avec la promise, eh ben, comme d'habitude, on peut utiliser le .zen. Hop, result. Et faire ici du coup le traitement qu'on veut. Alors pourquoi je fais ça? Comme vous voyez, du coup on peut l'utiliser à peu près n'importe où. Ça devient beaucoup plus pratique que devoir retaper tout ce code là à chaque fois. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on retrouve quelque chose d'assez générique qu'on peut utiliser facilement. Après on peut potentiellement passer plus de paramètres. Si on a besoin de passer des headers ou d'autres choses à la requête Ajax, on peut rajouter un paramètre et le gérer ici. Et pourquoi je vous ai montré ça par rapport au fetch? Parce que le fetch, le concept, c'est exactement ça en fait. Le fetch, c'est une méthode qui va créer une promise avec une request à l'intérieur, et on peut l'utiliser exactement de la même façon. Si je fais un fetch, par exemple, on retrouve ici request info. Alors je ne connais pas par cœur la syntaxe du fetch. Je vais retrouver ça rapidement. Voilà. Alors je vérifie juste par rapport au post. Oui, c'est ça. Donc le fetch, on va passer une URL de la même façon, donc ça revient à peu près à faire ça. Et le deuxième paramètre est passé d'une façon un peu différente, il est passé avec un objet et on aurait une méthode get. Et derrière, exactement pareil, le .zen avec le result et le code qu'on veut exécuter en fonction de ce résultat. Donc pour en revenir à la question qui avait été posée, si vous faites du XML HTTP request, moi je vous conseille plus de le faire dans un fichier à part pour gérer en une seule fois quelque chose d'assez générique que vous pourrez utiliser facilement partout dans votre code. Et si vous faites du fetch, c'est déjà une fonction générique, donc vous embêtez pas à le faire dans un fichier à part, l'utilisez-le directement, ce sera beaucoup plus simple. Par contre, effectivement, il faudra l'utiliser à chaque fois que vous voulez l'appeler. Si jamais vraiment vous voulez aller encore plus loin, que vous travaillez avec des données qui peuvent être appelées sur plusieurs pages régulièrement, etc., vous pouvez très bien aussi vous faire un fichier par module, par exemple. Je ne sais pas si vous travaillez sur une application où entre autres on a des utilisateurs. Vous pouvez vous faire un fichier user.js dans lequel vous faites des fonctions ou une classe avec des méthodes. Fonction get all user. Hop, dans lequel vous faites votre fetch vers l'URL pour récupérer tous les users. Et une autre fonction get user by id. Vous passez l'id, hop, vous faites votre fetch ici, return
fetch slash user slash. Voilà. Et après ces fonctions-là, au final, vous allez pouvoir les réutiliser partout. Et ça vous évite d'avoir à recréer à chaque fois le fetch si vous l'utilisez à plusieurs endroits et de devoir retrouver la bonne URL et comment on passe le bon paramètre. Et ça, après, vous le réutilisez dans votre page de votre fichier et vous avez juste à utiliser get user by id 3.zen et là, vous faites votre code. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que ça vous inspire tout ça? À quoi correspondent les headers et body dans le deuxième paramètre de la request fetch? Et si on utilise un fichier à part, il faut faire des includes. Je vais d'abord répondre à la deuxième question par rapport aux includes. Les includes, on les utilise avec les exports, principalement quand on fait de l'ES6. C'est un concept un peu plus avancé qui permet de faire des fichiers à part et de les importer dans un autre fichier JS. Quand on va travailler sur du mode web, à partir du moment où les fichiers sont chargés via une balise de script, il n'y a pas besoin de les importer, les fonctions existent déjà, ou les classes existent déjà, et on peut les appeler sans avoir besoin d'importer. Et au niveau des headers et body dans le deuxième paramètre de la request fetch, le body, en fait, c'est le paramètre que vous envoyez ici, donc c'est les données que vous allez envoyer au send, et les headers, c'est parce qu'on peut rajouter des headers complémentaires à la request. Pareil, je ne connais pas par cœur XML HTTP request headers. Alors, il va falloir vous habituer, même si je suis un développeur expérimenté, on passe beaucoup de temps à faire des recherches sur Internet pour trouver les réponses. C'est une grosse partie du travail de développeur. Donc il y a la méthode setRequestHeader qui permet d'ajouter des headers. Par exemple, on peut préciser le format de données qu'on veut envoyer, préciser je veux envoyer du JSON et on fait un request.setRequestHeader. Le nom, ça va être content type et la valeur application / JSON. Voilà, ça c'est un header. Il existe beaucoup de headers différents. Par exemple, quand on utilise un token d'authentification, on va passer le token dans le header authorization. Là, par exemple, sur MDN, method get, headers, my headers, mode cores, cache défaut. Le mode, c'est un headers aussi pour désactiver les cores, donc c'est les cross origin request policy, donc c'est quand on appelle une requête AJAX d'un site à un autre. Il faut savoir qu'il y a toute une sécurité pour éviter les hacks de sites en fait, pour éviter que quelqu'un puisse lancer une requête AJAX d'un serveur vers un autre. Il faut que le serveur l'autorise. Et pour que le serveur l'autorise, il faut aussi que dans la requête AJAX on précise ça. Le cache, c'est simplement si on active le cache ou pas. Et le my headers, c'était un exemple. Alors je vais reprendre le site. Il est où? Là par exemple on a les headers, c'est exactement ce que j'ai fait, le content type avec application JSON. Après on peut passer beaucoup d'autres headers, il y a beaucoup de choses qui existent. Faut se renseigner sur tous les headers qui existent en fonction de vos besoins. Le header, c'est le format, en gros, pas tout à fait en fait. Le header, c'est une donnée qu'on envoie via la requête. Je vous ai montré au début qu'on pouvait envoyer des données à la requête. On envoie la méthode et on envoie le message de requête. Mais on peut aussi envoyer d'autres données qui sont les headers et d'autres choses. J'utilise beaucoup Talend API, je peux vous montrer ça. C'est un peu l'équivalent de Postman si vous l'utilisez. Donc ça permet d'envoyer des requêtes vers un site. Et de voir les résultats. Je vais envoyer une requête par exemple sur... je crois que j'avais fait... Ouais, j'avais fait un truc de démo. Donc par exemple, j'envoie une requête. Là, quand vous voyez ici, vous pouvez retrouver alors la réponse. La requête en elle-même, je ne sais plus. Ouais, ici. Voilà. Ça, c'est ma requête qui a été envoyée. Donc on retrouve la méthode, l'URL qui a été appelée, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, avec le protocole utilisé. Mais on retrouve aussi pas mal d'autres informations comme tout ça c'est des headers, donc avec le accept range, le age, le cache control, content length, content type, etc. Tout ça c'est des headers qui sont envoyés, donc c'est des données qui sont envoyées avec la requête. Et c'est pareil au niveau des réponses. La réponse est au format HTTP aussi, donc on a un ensemble d'informations headers qui sont précisées ici sur l'exécution, la taille du contenu qui a été renvoyé, le format de contenu, la date à laquelle ça s'est exécuté, etc. Voilà. Est-ce que c'est plus clair?
Oui, une autre question. Dans une requête post, le body correspond à ce que le serveur attend avant de renvoyer la réponse. Le body, c'est de l'information complémentaire qu'on envoie aussi. C'est pas du header, c'est du body, c'est du contenu. Si je reprends par exemple ici, si je passe ma requête en post, je peux ajouter un body ici. Donc je peux ajouter de la donnée comme je veux. Et c'est de la donnée qui va servir au serveur. Si on est en post, logiquement, on devrait faire de la création de données. Et donc, si on passe un body, logiquement, c'est la donnée qu'on voudrait créer. Donc, on lui précise un ensemble de données et le serveur récupère cette donnée pour la créer. Pas forcément en format JSON, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, justement. On peut envoyer beaucoup de formats. Hop, je vais remettre en lecture. Je vous en ai présenté trois. Il y a le format URL qui est le format assez classique quand on est en get. Il y a le format JSON qu'on va envoyer en post. Il y a le format form data. Voilà, il y a même d'autres formats qui existent et on peut même créer ses propres formats si on veut. On pourrait séparer les données avec un dièse, ça pose pas de problème en soi. Le tout en fait, c'est d'adapter par rapport au format que le serveur attend. Le serveur attend de recevoir une donnée qui est dans un format qu'il sait comprendre et qu'il sait désérialiser ou transformer pour pouvoir l'utiliser. Et si on n'utilise pas le format que le serveur attend, bah, le serveur va nous renvoyer une erreur en disant j'ai pas compris ce que tu me demandais. Donc il faut réussir à adapter ça. Comment savoir ce que le serveur attend? Ben, il n'y a qu'une seule façon, c'est soit on l'a développé et... Enfin, une seule façon. On l'a développé et du coup on a développé la façon dont il désérialise ou récupère les données et on sait quel format il attend. Soit c'est quelqu'un d'autre qui l'a développé et à ce moment-là, il faut qu'il nous dise ben, dans quel format il l'a développé et quel format il attend. Si on n'a pas cette information-là, on ne peut pas le deviner. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais on a vu pas mal de choses aujourd'hui. Donc je vous réinvite si ça vous intéresse de nous suivre. Alors, juste pour information, je ne suis pas le seul sur Training Dev. Il y a d'autres personnes qui vont probablement commencer à faire des lives aussi sous peu sur des sujets assez variés, toujours autour du développement et de la technique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour voir qui prévoit un événement quand. Tout sera publié sur les réseaux à chaque fois. Et n'hésitez pas aussi à venir sur le site pour voir le cours, enfin les cours qu'on propose. À chaque fois qu'il y a un live, il y a un tuto qui est associé pour bien expliquer tout ça en détail avec des exemples de code qui peuvent être copiés-collés pour tester. Et voilà, c'est à peu près tout. Et merci en tout cas pour d'être présent aujourd'hui et d'avoir participé. C'est toujours plus sympa quand c'est animé. Pouvez-vous faire une vidéo sur la transmission des données d'une page à une autre? Oui. Alors je peux vous montrer ça rapidement aussi maintenant, tant qu'on y est, avec Talent d'API Tester. Alors quand vous ouvrez les outils de développeur de votre navigateur, vous avez un onglet qui s'appelle Network, normalement. Il est ici. Dans l'onglet Network, c'est ici que vous allez voir passer toutes les requêtes HTTP. Donc à chaque fois qu'une requête est envoyée au serveur, vous la retrouvez ici. Si je recharge la page, par exemple, vous voyez, pour charger une page, ici, j'ai eu un certain nombre de requêtes qui ont été envoyées. Ces requêtes, si je fais supprimer ici pour vider mon tableau, je vais faire send pour envoyer la requête. J'ai plus mon URL. Hop. Donc je fais send pour envoyer la requête. Je reviens ici. Je vois que ma requête, elle a été passée ici. Et je peux cliquer dessus pour voir les informations de cette requête en particulier. Donc là, on retrouve un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, les informations de la requête en elle-même. On retrouve les headers qui ont été envoyés dans la requête et les headers de la réponse. Et après, on a d'autres onglets avec le response pour voir qu'est-ce qui nous a été renvoyé comme retour au format texte. On a le preview qui nous le met un peu en forme pour pouvoir... et voilà, il nous désérialise le truc pour pouvoir naviguer dedans, etc. Et voilà. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez voir. Après, ça va être plus compliqué de vous montrer de la transmission de données d'une page à l'autre. Il faudrait rajouter
des logs au niveau du serveur pour montrer qu'on a bien reçu la requête, etc. Mais rien qu'avec l'outil network, déjà, on peut voir à peu près tout ce qui est intéressant sur une requête, l'envoi, la réponse, les headers, les contenus, etc. Rien à voir avec le cours, mais je n'arrive pas à me connecter sur TrainingDev. Alors TrainingDev est encore un petit peu en travaux, tout n'est pas terminé. Il n'y a pas de message d'erreur quand le mot de passe n'est pas bon. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter en privé, on regardera ça en dehors du live. Bon. Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. J'ai passé plus de temps sur les questions que sur la présentation, mais c'est bien quand c'est comme ça. Au moins, ça montre qu'il y a de l'intérêt et que j'ai peut-être pas tout répondu, justement. Le live sera disponible donc sur le cours associé dans l'après-midi. Je repartagerai le lien sur les événements, les différents événements et les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir le lire, à rajouter des commentaires, à poser des questions si besoin. Tout est prévu sur le site pour pouvoir le faire. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou si d'autres sujets vous intéressent, que vous voulez un live sur un sujet en particulier, il ne faut pas hésiter à me contacter. Normalement, il va y avoir un live qui va être prévu sur... que je me rappelle... sur Flexbox. Je crois qu'il va y avoir un live sur Flexbox début de semaine prochaine. Donc Flexbox CSS. Voilà. Bah, merci à vous. Bonne journée et bon courage pour la suite. Et, on se revoit au prochain live. Au revoir.